À Singapour, il n'y aura pas eu de titre de champion du monde pour Max Verstappen. Il avait sa première balle de match. Et c'est son équipier Sergio Pérez qui s'est occupé d'aller remporter le Grand Prix alors qu'il partait deuxième. Charles Leclerc qui ne convertit pas sa pole position. Et puis derrière, on va aussi bien évidemment évoquer la Bérésina Alpine qui est dépassée pour quelques petits points par McLaren dans l'optique de la 4e place au championnat des constructeurs. Et bien sûr, on a des débatteurs de qualité, et ce comme d'habitude, Guillaume et Morgane. Messieurs, bonjour. Salut. Salut Bastien, salut à tous. Bon, commençons par le commencement. La balle de match manquée, entre guillemets, de Max Verstappen, même si l'issue du championnat semble plutôt inéluctable. Mais Verstappen, on va commencer par lui, n'a pas eu la vie facile à Singapour. Déjà, passé proche de la panne d'essence ou même de la disqualification à cause d'un niveau d'essence insuffisant. Et puis une course compliquée, un tout droit notamment, et puis une grosse frayeur avec Lando Norris. Mais pas la vie facile pour Verstappen. Ouais, c'est sûr, ça a été un week-end très compliqué. Déjà, quand tu regardes les qualifs, tu comprends pas pourquoi il rentre au stand. C'est qu'après, tu te dis, bon, ok, manque d'essence. Je trouve que c'est quand même assez gros de la part d'une équipe comme Red Bull, qui avait une grosse balle de match ce week-end. Tu te dis, bon, ok, comment tu peux faire une erreur comme ça? Et après, c'est vrai que Verstappen, en fait, du coup, vu il partait P8 sur la grille, en fait, ça complique tout le week-end, surtout sur une piste humide et qui séchait, bon, lentement, mais qui séchait. Et surtout à Singapour, un circuit où il est très difficile de doubler. Donc, on va dire que cette erreur de Red Bull a, on va dire, compromis un petit peu les chances de Max. Ah ben complètement, hein, je te rejoins sur ce que tu as dit. C'est-à-dire que du moment où tu sais que Max part 8e, tu sais très bien que sur un circuit comme Singapour, où c'est un peu comme Monaco, c'est un circuit urbain, c'est hyper compliqué de doubler, avec Leclerc et Pérez qui sont ses seuls prétendants, les seuls autres prétendants au titre, tu sais très bien que la vie va être difficile pour Max. Alors, il a eu du panache parce qu'il nous a quand même offert de beaux moments pendant cette course qui a pas toujours été extrêmement donatrice en spectacle, mais bon, il a été relativement brouillon dans sa gestion. On sentait peut-être parfois un peu d'énervement. C'est un peu comme Lewis, il faut se réadapter à lutter dans le peloton. Chose qu'il n'a pas eu à faire beaucoup cette saison. Donc, pour Max, ouais, c'est une occasion manquée, mais nul doute qu'au Japon, sur les terres de là où il a fait ses débuts en F1, le titre ne devrait plus être trop loin. Tout à fait, oui. Tout à fait. Max Verstappen qui dispose d'une autre balle de match et qui est plus probable celle-ci, parce que là, il fallait que Leclerc et Pérez se classent au-delà, par exemple, de la 8e place, ou même qu'ils ne finissent pas dans les points. Donc il y avait peu de chance. Il fallait qu'ils repartent avec 138 points minimum d'avance. De toute façon, il avait le bénéfice des victoires. Donc même s'il avait été rejoint à égalité, il aurait été champion du monde. Mais concernant Charles Leclerc et Sergio Pérez, on reviendra vite fait sur Verstappen, mais tu parlais du spectacle, Guillaume. Alors, un moment, la lutte pour la tête qui a duré quelques tours était plutôt passionnante. On se disait, tiens, Charles, il va y aller, il va aller au charbon. Mais le problème, ça n'était pas... Alors, c'était bien évidemment le départ manqué de Leclerc, mais c'était aussi et surtout le fait que pour dépasser, il fallait se mettre sur une trajectoire intérieure humide quand la trajectoire extérieure était sèche. Et on l'a vu avec Hamilton qui s'est raté sur une partie humide, exactement comme il avait fait à Imola l'an dernier. Donc, finalement, la pluie, contre toute attente, qui a un peu empêché le spectacle et certains dépassements. C'est sûr, comme je disais, c'était sur une piste qui se mettait à sécher. Et le problème, c'est que il y a qu'une seule trajectoire qui était bonne une fois qu'on avait les pneus les slicks. Et puis là, il y en a beaucoup qui l'ont montré. Hein. Il y a Albon, il y a Tsunoda, il y a Verstappen, il y a Hamilton. Voilà, dès que tu avais ne serait-ce qu'une roue sur la partie humide, ça partait dans le mur. Hein. Donc c'était le problème. C'est vrai que souvent on aime bien quand il y a des courses avec de la pluie parce que là ça fait du spectacle. Mais là, malheureusement, ça a été totalement l'inverse. En fait, complètement, hein. Ton édito, l'édito du site était très bon. C'est-à-dire que d'habitude, là, on est très heureux quand la pluie fait son apparition puisque ça rebat les cartes. Sauf que là, au contraire, sur une piste où les dépassements sont extrêmement rares, rajouter de la pluie par-dessus, ça fait que les positions sont encore plus figées.
Et il fallait se lever de bonne heure avant de faire un dépassement. Et Dieu sait si Charles était plus rapide que Sergio Pérez à un moment donné, mais il avait tout simplement pas l'occasion de le dépasser. Donc, ouais, non, c'était assez frustrant certainement pour le pilote monégasque. Mais je pense qu'il a fait tout simplement ce qu'il a pu. Il était impuissant face à Pérez, qui lui a été impérial. C'est sûr, et en plus, on a même vu en fin de course quand Charles était vraiment dans la boîte de vitesse de Pérez, hein, il a tenté quelque chose, il a fait une petite erreur, il a perdu 2 secondes. Hein, donc, et c'était fini. Voilà, là, à partir de ce moment, c'était terminé, il savait qu'il ne pouvait plus le doubler. Donc, il n'y avait que de mieux à faire que de conserver cette deuxième place, même si, bon, je pense qu'il aurait pu essayer de mettre un petit coup de collier pour rester dans la zone des 5 secondes, parce que, bon, il aurait eu la victoire, certes, sur tapis vert, mais voilà, quoi. Ah, je sais pas, parce que comme il l'a dit en conférence de presse d'après-course, hein, une fois qu'il a vu qu'il était à 5 secondes et 1 dixième, ben, en fait, il a tout relâché parce qu'il était tellement à bout. Il a clairement dit que c'était la course la plus difficile de sa carrière. Donc, c'était vraiment que ben, il y en avait plus sous le capot, quoi, hein. Il pouvait vraiment pas faire plus que ce qu'il a fait ce dimanche. Donc, finalement, c'est surtout Pérez qu'il faut saluer parce qu'il a été vraiment très bon dans les moments clés de la course. Concernant l'édito, on salue bien évidemment Cyprien qui s'est chargé de l'édito et qui, par la même occasion, a réalisé plusieurs montages de nos débriefs de Motors Inside accompagnés de Romain. Et pour en revenir à Sergio Pérez et Charles Leclerc, ben, je pense plutôt que c'est mieux que ça se soit passé comme ça, pour ce qui est de l'arrivée, parce que une victoire sur tapis vert, ça n'est jamais très réjouissant. Ça n'est jamais très réjouissant. Donc, au final, Pérez a pris un meilleur départ et il a résisté à Charles Leclerc, qui était pourtant plus rapide sur une certaine période de la course. Après, sur le sec, Leclerc aurait pu passer parce que lui, il est adepte des freinages tardifs et que les freinages tardifs sur une piste comme celle-là, c'était compliqué. Mais bon, toujours est-il que Leclerc reprend des points, Pérez reprend des points à Verstappen, mais on en revient à Verstappen. Ça change pas. Ce Grand Prix, en fait, il change pas beaucoup, en fait, la physionomie du championnat. Donc, on en retiendra que Pérez a gagné, Leclerc a raté son départ. Oui, c'est surtout ça qu'on va retenir. Au-delà, mais enfin, surtout ce qu'on va retenir, c'est que la course, c'était pas la course, peut-être une des courses les moins passionnantes de la saison. Oui, clairement. Mais bon, ça n'a pas été une purge, hein, non plus. Hein. Voilà, on a des courses qui ont été intéressantes. Mais on a tellement été habitué à du très très haut niveau depuis 2 ans que c'est vrai qu'un Grand Prix comme on a vu ce dimanche, c'était un petit ton en dessous. Mais c'est vrai que bon, on retiendra surtout, je pense, la belle performance de Pérez, hein, parce que bon, mine de rien, bah, il signe sa 2e victoire de l'année, 2e victoire sur un circuit urbain, et puis il fait un vrai pas vers la 3e victoire avec Red Bull. Oui. Bakou, Monaco. Oui, 3e victoire, oui, tout à fait. Ouais, donc, s'imagine, c'est vraiment le spécialiste de ces pistes-là. Donc, vraiment bravo à lui. Hein. Il manque plus que Jeddah. Et d'ailleurs, j'ai vu une petite statistique. Je crois que c'est le premier pilote depuis Vettel en 2011, si ma mémoire est bonne, a gagné Singapour et Monaco la même année. Et ben voilà. Peut-être. Mais l'autre chose intéressante, c'est que Pérez est le premier non-champion du monde à remporter le Grand Prix de Singapour. C'est ça, et vu qu'il ne le sera pas à la fin de la saison, ça risque de tenir. Mathématiquement, il peut l'être encore. Hein. Voilà, c'est ça. On ne sait jamais. Une avalanche de cataclysme du côté de Max, hein, on ne sait pas. Hein. Et Leclerc aussi. Hein, et Leclerc. Oui. Bon, enfin. Mais, voilà. Pour en revenir à Charles, son taux de victoire derrière une pole position, c'est encore pire qu'avant. Quoi. Donc, ça commence à devenir inquiétant, l'histoire. Hein. Exactement comme en 2019. Mais bon, Charles Leclerc, il aura l'occasion de se refaire et il lui restera 5 Grands Prix après Singapour pour se refaire. L'autre point à aborder, c'était Mercedes, Hamilton qui partait 3e, qui était, semble-t-il, nulle part à un moment donné. Puis en qualification, il passe proche de faire la pole. Tout proche, 50 millième, je crois. 50 millième de faire la... ou quelque chose du genre. Hamilton et Mercedes qui n'ont pas eu la vie très facile, hein, ça c'est le moins qu'on puisse dire, et Russell qui l'a eu encore moins, et qui a même tenté le pari des slicks assez tôt dans la course. C'était courageux.
C'est courageux. Et puis Mercedes, bon, bah, il y aura des lendemains meilleurs, hein, j'ai envie de dire. Ouais, bah après, fallait tenter. Hamilton, je pense que c'est un petit peu comme Leclerc derrière Perez. Il aurait largement pu passer devant Sainz, mais il y a toujours le problème de la trajectoire qui n'était pas bonne. Hein. Ça, on l'a vu à plusieurs reprises. Hamilton n'avait certes pas le rythme pour s'imposer, mais pour moi, il aurait pu avoir ce podium. Et après, Russell, c'est vrai que c'est un pari qui a été très osé, il faut le souligner, qui n'a pas été payant, hein, parce que ça a été beaucoup trop tôt dans le Grand Prix. Mais voilà, il avait plus rien à perdre, donc voilà, il l'a tenté, et puis ça ne pouvait que être une bonne nouvelle si ça fonctionnait, et puis il est remonté dans le classement. Mais bon, malheureusement, ça s'est pas passé comme ça. J'ajoute, excuse-moi, j'ajoute juste un truc sur Hamilton. Bon, bah, il s'est fait une belle frayeur lui aussi en attaquant Sainz quand même. Hein. Franchement, l'aileron de la Mercedes, c'est un Nokia 3310. Hein, c'est truc solide. Jamais vu ça fait 2 fois Hamilton en 2 ans, hein, quand même, à Imola, et puis là maintenant, ça fait 2 fois qu'il frise la correctionnelle au niveau de l'aileron et qu'il s'en sort plutôt bien. Hein, mais même, on se souvient de Jeddah 2021, l'aileron, tu sais pas comment il tient. Hein, c'est. Mais le lauréat de la Red Bull, on sait pas comment il a tenu aussi. Hein. Pour moi, Mercedes, quand on a fait les sondages pour les top flops, ça faisait partie de mes flops, voire même mon flop, puisque en fait, j'attendais vraiment beaucoup de Mercedes. Je ne sais pas pourquoi sur ce circuit, mais quand on voit à quel point Hamilton était surmotivé le samedi, il est vraiment pas passé loin. Même si tu n'es pas fan de Lewis Hamilton, quand tu sais qu'il n'a pas signé de pole de l'année et que tu dis qu'il passe à 54 millième et qu'il a, comme Alonso finalement, il a été vraiment l'animateur des qualifications, tu te dis, il y a peut-être quelque chose à jouer derrière. Et finalement, en fait, on a vu que sous la pluie avec les intermédiaires, la Mercedes était nulle part. Elle était nulle part. Et Russell, bien évidemment. Nulle part, c'est pas tellement le mot, parce qu'il était aux avant-postes à un moment, puis après, c'est après que ça dégringole un petit peu. Ouais, mais tu vois, il jouait avec Norris, quoi. Il jouait pas avec Sainz. Il est revenu jouer avec Sainz au jeu des safety cars. Donc finalement, il y a eu le souci au départ du côté de la pole position où les trois ont perdu une place au départ. Mais on a bien vu que Lewis, il était sur des œufs, quoi. Et à un moment donné, tu te dis, c'est dommage parce que une occasion comme celle-là, ils en ont pas 50 cette saison et ça va être dur de remporter un Grand Prix pour Mercedes. Mais regarde, il s'en rapproche de plus en plus. Hein, quand tu compares ce qu'il faisait sur les premiers Grands Prix et que maintenant tu regardes ce qui, on va dire depuis la Hongrie, je pense qu'il y a un énorme pas en avant de Mercedes. Hein. Ah, ça c'est certain. Et on disait pareil, je sais pas si tu te souviens, mais l'année dernière, on disait pareil de Ferrari. On disait attention l'année prochaine. Et puis quand on a vu le début de saison, on était tous ravis, alors qu'il y avait le changement de réglementation. Là que le règlement est stable, attention à Mercedes pour l'année prochaine. Ça, ils sont en train de développer là. Je pense que ça s'appelle la 2014. Ça, je pense qu'on peut commencer à prendre des paris. Je pense que, on peut dire redoutable, mais je pense qu'on va retrouver le. On va retrouver un rouleau compresseur, ouais. C'est possible, allons savoir, mais en tout cas, Mercedes n'a pas été un rouleau compresseur sur ce Grand Prix de Singapour, c'est le moins qu'on puisse dire. Non. Là, on a fait le tour des leaders. Maintenant, on en vient au duel qui va être le plus animé, je pense. Alors, il y aura la lutte pour le titre de vice-champion entre Pérez, Leclerc et peut-être, allons savoir, George Russell. Ça, on verra plus tard si ça se confirme. Mais par contre, il y a une lutte qui est intestine dans le peloton, c'est Alpine, McLaren. Et en gros, pour ceux qui auraient raté le Grand Prix éventuellement, on vous le donne en mille. McLaren, 4e et 5e, Norris Ricciardo. Alpine, 0 pointé. 0 pointé, aucun point, rien du tout. Et puis maintenant, il y a 3 points d'écart, je crois, au classement des constructeurs. Ouais, 3 ou 4 points, un truc comme ça. Ouais, c'est minime. En tout cas, un écart minime. Mais là, McLaren a été opportuniste. En revanche, les Alpines avaient plus de performance certainement. Et puis surtout, un Alonso étincelant, notamment en qualification. Ni Ocon ni lui n'ont joué de chance en course. C'est un peu le fléau, on va dire, d'Alpine. Hein, leur chat noir, c'est la fiabilité. Ils ont une voiture qui, pour moi, est supérieure à la McLaren, mais ils ont perdu beaucoup de points et beaucoup d'opportunités à cause de la fiabilité. Là, ils perdent 2 moteurs quand même. Enfin, je pense que c'est 2 moteurs. Ah oui.
Ouais. Donc, Ocon, je pense qu'il n'y a aucun doute. Ah bah, Lenzo, voilà, je pense que Alpine le confirmera. Mais là, perdre 2 moteurs comme ça, tu perds la 4e place. Alors, même si l'écart maintenant est minime pour récupérer cette 4e place, ça va être très dur à aller chercher parce que McLaren, je pense que là, ils sont boostés à mort. Donc, voilà. Tu sais, je sais pas parce que ils ont été, franchement, McLaren ont fait une très bonne course. Hein. Justement, on les a félicités dans le top. Ils ont fait un beau résultat d'ensemble, mais ils ont surtout échappé aux gouttes là où les autres se sont plantés finalement. Et quand tu vois, comme tu dis, la fiabilité Alpine ce week-end, c'est problème de frein pour Ocon en qualification, 2 moteurs en course, 3 problèmes mécaniques en 2 jours. C'est énorme. Et c'est quand tu as ça en un seul week-end et que tu l'as plusieurs fois dans la saison, bah malheureusement, ça te coûte des places au championnat. Et là, c'est vrai que, comme tu le disais, l'Alpine est physionomiquement, elle est supérieure à la McLaren. Les pilotes, ils sont en grande forme, hein, que ce soit Alonso ou Ocon, parce qu'Ocon, à un moment donné, il visait clairement le top 5. Hein. Il visait clairement le top 5. Quand tu regardes son rythme en essai libre, tu te dis, il aurait pu faire P6 en qualif. Large. Et tu te dis, ben là, en fait, le résultat qu'a pris McLaren, en fait, c'est Alpine qui aurait dû marquer. Mais McLaren a cette qualité-là qu'ils abandonnent très rarement et que Norris est toujours dans le coup. Et pour le coup, Ricciardo a fait une course honnête. Quoi, hein. Il est parti quand même 16e avec Russell qui partait dans les stands. Remonter au 5e rang, c'est une très belle course. Bien sûr, au jeu des safety cars, mais c'est la course. Il faut dire ce qui est aussi, c'est que McLaren est équipé d'un moteur Mercedes et que, en l'occurrence, Mercedes, ça ne casse pas. Non. Ça ne casse pas. C'est le moteur le plus fiable de tous. Des 4 motoristes, c'est le plus fiable. Ça, il n'y a pas à chipoter. Donc, forcément, McLaren, si jamais devant ça casse, eux, ils sont là. Attention à ça aussi. Mais il faut voir après les résultats d'ensemble. Parce que dans l'optique du championnat constructeur, Alpine a 2 pilotes performants. C'est ça. Ricciardo, c'est en dents de scie bien souvent. Et puis du coup, il n'y a que Norris qui souvent rapporte des points. Alors, Ricciardo peut en rapporter, mais c'est trop en dents de scie pour, je pense, contrer 2 pilotes Alpine. C'est ça. Et puis, la McLaren aussi. En fait, Ricciardo sous-performe clairement, mais si tu vas par là, je pense que Norris surperforme par rapport au niveau de la McLaren. C'est-à-dire que la McLaren elle se situe à équidistance entre Norris et Ricciardo dans ce milieu-là. Et c'est intéressant comme analyse. Je pense que la McLaren, en fait, elle est sur les circuits qui arrivent, elle va pas forcément être à son aise. Et Alpine a un coup à jouer. De toute façon, McLaren a souvent été à l'aise dans des conditions extrêmement particulières cette saison. Hormis, si on accepte le début de saison où c'était un petit peu, on va dire, la surprise pour tout le monde. Après, quand on est arrivé vraiment dans le cœur de la saison où les grands prix se sont enchaînés, là, on a vu quand même que Alpine était quand même largement meilleur, avait une voiture beaucoup plus homogène que la McLaren. Et je pense que sur la durée du championnat, Alpine a le potentiel, en tout cas, pour reprendre la 4e place, mais encore faut-il que la fiabilité soit au rendez-vous. Eh oui. Rien à rajouter, Morgan? Ouais, parce que tu vois, regarde, comme je disais, ça va être très dur à les récupérer, mais je pense qu'il y a quand même 2-3 pistes qui arrivent qui vont être favorables à Alpine. Je pense par exemple Mexique et même Interlagos. Les circuits moteurs, ça. Les circuits moteurs. Et Alpine, quand je me souviens, quand elle était à Spa, je crois qu'elle avait atteint 3,50 avec DRS en course. Donc, je pense que c'est ce qui peut être en sa faveur, mais bien sûr, comme tu l'as dit, à condition que la mécanique, elle tienne. Exactement. Donc, de toute façon, la fiabilité, on le disait en début de saison, c'est ça qui ferait la différence dans la plupart des luttes, hein, bien sûr. Hein, parce que entre Leclerc et Verstappen, par exemple, il y a eu la fiabilité à un moment. Mais... Deux abandons pour Leclerc, on va dire qu'il y a coup sur coup sur la fiabilité. Bon, Max aussi en début de saison, mais voilà, c'est vraiment quelque chose qui a fait la différence, quoi. Voilà. Donc pour ce qui est d'Alpine, on verra bien, mais Austin aussi. Hein. Austin, notamment dans depuis, il y a Austin quand même dans tout le premier secteur. Ouais, voilà.
À voir, mais en tout cas, la lutte Alpine-McLaren est plus que lancée, et puis je pense qu'elle va nous tenir en haleine jusqu'à Abu Dhabi. Et puis à l'heure où on parle, bien sûr, on attend de savoir, enfin, on attend d'avoir l'officialisation de l'arrivée de Pierre Gasly chez les Bleus pour une équipe de France de la Formule 1, en lieu et place d'Alonso qui part chez Aston Martin. Et c'est une transition toute trouvée pour parler d'Aston Martin. Magnifique. Eh oui. Eh oui, Aston Martin, qu'est-ce qu'ils ont mangé? Bon, qu'est-ce qu'ils ont mangé? Ils ont été opportunistes, mais quand même, c'est suffisamment rare pour souligner. Ah ouais, ils ont été bons ce week-end. Enfin, je veux dire, autant Stroll que Vettel. Et Oui. Dieu sait qu'on l'a critiqué. Mais quand les résultats sont là et qu'il fait une bonne performance, ben on est là pour le saluer aussi. Enfin, il a fait une très bonne course. Dès qu'il y a de la pluie, on sait que Stroll, tu peux compter sur lui, quoi. Stroll est fort sous la pluie. Et c'est vrai qu'il est assez irrégulier dans les conditions normales, mais sous la pluie, il a toujours été très fort. Ouais. C'est ce qui lui a valu la pole en Turquie il y a 2 ans. Oui. Ça, et puis je veux dire, comme tu disais aussi, ils disposent du moteur Mercedes qui est très fiable. Et non, ils ont. Enfin, je pense que même que s'ils n'avaient pas osé le pari des slicks en Q2, ce qui était franchement, on leur tirait le chapeau quand ils ont testé ça, je pense qu'ils auraient peut-être même pu faire plus. Et c'est pour Aston Martin, franchement, c'est un très bon résultat. C'était une très bonne surprise. Peut-être que ça aura pas de lendemain. Hein. On ne sait pas, vu que Aston Martin, ça n'a pas été joyeux cette saison. Mais franchement, c'est une très belle performance à saluer. Ouais, mais c'est eux, en fait, je pense qu'ils vont s'en contenter. Mais voilà, je pense que c'est peut-être l'un de leurs meilleurs Grands Prix de la saison. Et voilà, ils vont tirer ce positif. Et comme tu as dit, soit c'est une écurie qui est de fond de grille. Et voilà, c'est un pari qu'ils ont fait, comme Mercedes l'a fait avec Russell en course. C'est ça. Alors là, ça a payé. Je veux dire, ils avaient rien à perdre, entre guillemets. Ah, mais clairement. Ça a payé, tant mieux pour eux. Ça fait, pour moi, je critique très souvent Stroll, voilà. Et ça fait plaisir de revoir d'autres pilotes dans les points et de voir des paris osés comme ça. Voilà, c'est ça, pour moi, c'est ça la Formule 1. C'est pas d'avoir le même classement chaque semaine, c'est d'avoir des petites surprises chaque semaine. Et voilà, Aston Martin, pour moi, c'est un petit plus, même si on ne les a pas forcément beaucoup vus à la télé. Voilà, on a vu Vettel là, quand même avec Verstappen, il a fait une super bataille. Quand il y avait les 12 titres de champion du monde, là, c'était magnifique. Hamilton, Verstappen, Vettel, c'était sympa. Eh ben oui, il ne manquait plus qu'Alonso pour avoir les 4 champions du monde ensemble. Mais bon, petit problème moteur. Ah, ça j'ai cassé, chef. Oui. Mais belle course de Vettel, qui termine derrière Stroll tout de même, mais mais à la régulière, hein, Stroll a été vraiment très bon. Hein. Vraiment oui, tout à fait. Donc Aston Martin, belle surprise. Et puis avant de conclure ce débrief sur Singapour et de dire 2 mots sur Suzuka, on en vient rapidement à Pierre Gasly, justement, on en parlait dans le cas d'Alpine. Bien qualifié, mais mal récompensé, enfin tout du moins, il n'a pas pu convertir une bonne position qu'il avait tenue en course. En fait, il s'est fait un petit peu avoir par les safety cars, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il était 7e, ce qui pour l'AlphaTauri est exceptionnel, parce que franchement, AlphaTauri, sur la deuxième partie de saison, c'est vraiment l'une des plus grosses déceptions, parce que comparé aux saisons précédentes, c'était vraiment bien moins bien dans le classement. Et non, Gasly a fait sa course. Je pense qu'il ne pouvait pas viser beaucoup mieux, sachant que du coup, un safety car, il y a toujours des gagnants et des perdants. Donc là, pour ce coup-ci, Pierre a été perdant. On sait que dans le passé, il a plutôt été gagnant sur les safety cars. Donc bon, c'est chacun son tour. Oui, quand on pense que c'est une safety car et un drapeau rouge qui lui ont donné la victoire à Monza. Après, c'est ça, mais bon, il a été très chanceux par le passé. La chance est partie. Hein. Regarde, comme on peut dire Hamilton. Hein. Tout à fait. En précédence, il avait une chance, mais c'est un complot avec les FIA. Et voilà, maintenant, ça a disparu. Hein. Et puis, Gasly, c'est pareil. Cette année, je trouve qu'il a jamais eu de chance. Et bon, voilà, c'est encore. Je pense que le fait de changer d'air va lui faire du bien, hein, si jamais ça se fait avec Alpine. Ça va faire du bien à tout le monde. Hein. Je vois pas. Peut-être pas Ocon. Il irait où?
s'il n'y a pas Alpine, je vois pas Gasly arrêter la Formule 1 parce que pour moi, il a le niveau pour rester en Formule 1. Si jamais ça se fait pas, je pense que De Vries signera chez Williams et ce sera statu quo. Ou chez Williams ou chez Alpine, on va savoir. Mais bon, en tout cas, c'est en bonne voie pour. Hein, il y a plusieurs, mais on est plusieurs à annoncer la même chose. Donc. Voilà, les bruits de couloir se font. Donc, normalement, d'ici le Grand Prix du Japon, ça sera déjà cette semaine. Pour Pierre Gasly, on verra un petit peu ce qu'il attend. Et puis le mercato qui va arrêter de bouillir, hein, parce que c'est surtout le domino De Vries, Gasly qui a fait bouger tout ça. Et pour en venir au Japon, avant de conclure cette vidéo, Verstappen champion à Suzuka, ou est-ce que Perez et Leclerc vont arriver, par quelque moyen que ce soit, à repousser encore l'échéance? J'ai bien envie de dire que sur les terres, on va dire les terres de Honda. Moi, je pense qu'on va avoir un Grand Prix de folie au Japon. L'ambiance risque d'être incroyable. Ça fait tellement longtemps qu'on n'est pas allé à Suzuka. On est sur les terres des débuts de Max. On est sur les terres de Honda, comme tu dis. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de moyens pour que... Enfin, en tout cas, Red Bull n'a pas vraiment le choix que de réussir sa course devant les terres de son motoriste. Donc, après... charge à Leclerc et à Ferrari de nous faire mentir, mais c'est vrai que Red Bull part quand même favori sur un circuit en plus où le moteur risque d'être important. On sait que c'est la grande force de Honda. Tout à fait. Il y a un truc, je pense qu'il ne faut pas oublier, c'est Suzuka. Et Suzuka a un passé, et je pense que, comme tu dis, il va sûrement... Ça fait plaisir de voir un championnat se jouer quand même là-bas. Et Suzuka, dans le passé, je pense que ceux qui sont très très bons en histoire de F1 savent que bon nombre de titres ont été décernés sur ces terres et j'en vois bien une plus la semaine prochaine. Et de mémoire, je crois que le dernier c'est Vettel au Japon, non? Le dernier champion s'est fait titrer au Japon. Oui, alors oui, parce que c'était en 2011, parce qu'en 2012 il avait été titré au dernier Grand Prix à Abu Dhabi. Au Brésil en 2012. En 2010 à Abu Dhabi, 2012 au Brésil. Et en 2013 en Inde. En Inde. Oui, New Delhi, ouais, c'est ça. Pour la dernière émission, ouais. Tout à fait. Voilà. Mais oui, il y a eu d'autres faits marquants, parce que bon, il y a eu évidemment l'accrochage Senna-Prost entre deux McLaren 89, l'accrochage Senna-Prost Ferrari-McLaren 90. L'abandon de Schumacher en 2006. Surtout, on oublie aussi l'attaque de Mansell qui passe pas en 91. Aussi. Ouais. C'est vrai. Alors, il y a un final à Suzuka que beaucoup de gens semblent oublier, le final de 2003. La lutte pour le titre entre Raikkonen et Raikkonen. Mais quel régal. Non, c'était 2005, 2003. Ah non, c'est 2005. Oui, non. Oui. Je suis à côté de la plaque. Oui, j'ai compris. Oui. Non, je suis sûr. 2003, Schumacher qui part loin sur la grille et puis Raikkonen qui doit gagner pour être champion du monde. Et puis Barrichello reste devant et Schumacher, coup de théâtre, va taper dans Sato. Il perd son aileron avant. Ouais. Et tout avait été relancé, puis il finit 8e, Raikkonen 2e derrière Barrichello, et Schumacher 6 fois champion du monde à l'époque. Terre d'histoire et peut-être encore une fois terre d'un Grand Prix de folie. Alors Grand Prix de folie, si jamais c'est folie, je dis victoire de Tsunoda devant son public, attention. Va peut-être falloir déjà qu'ils fassent une cure de Thalasso, Yuki, pour qu'ils se détendent. Oui, mais on ne sait jamais, si tu dis Grand Prix de folie, je suis joueur, j'ai envie de proposer des pronos de fou furieux. Tu mets qui derrière lui, le GOAT. Ouais, peut-être. Allons, pourquoi pas. C'est dommage. Pour conclure sa superbe carrière en F1, va savoir. Bon, ceci dit, il a gagné un peu de code sympathie parce qu'il a été honnête en admettant bien que la marche était trop haute. Voilà. Mais en vrai, il a toujours été plutôt comme ça, hein, Latifi. Oui, on l'a jamais taclé sur ce côté-là. Hein, on l'a taclé sur le côté performance et sur comment il a accédé à la F1 parce que dans le côté pilote, il faisait pas de vagues, hein, quoi. C'est pas un Stroll qui bougonnait dans le paddock, quoi. Non, c'est vrai. Bon, les podiums Tsunoda, Latifi, Schumacher. Voilà, les termes sont lancés. Ça, c'est du prono. Et si jamais ça se produit, alors je ne sais pas combien de personnes vont regarder ce débrief. Toi, t'as 200 000. Voilà, alors là, quand t'as 200 000, si jamais ça se produit,
Attention. Voilà, allez, on a fait le tour. On verra ça pour le Grand Prix du Japon. Ça sera déjà dimanche. Et puis, à commencer par les essais libres que vous vivrez avec nous sur Motors Inside. Pour l'heure, merci Guillaume, merci Morgane d'avoir été avec nous. Avec plaisir. Merci Bastien pour toi, comme d'habitude, c'était cool. Bon, bah oui, toujours le rendez-vous qu'on aime bien. Et puis on se retrouve bien sûr très bientôt. Et dès lundi prochain, enfin tout du moins nous autour de lundi prochain, on se retrouve dès la semaine prochaine pour le débrief du Grand Prix du Japon. À bientôt. Salut à tous, ciao ciao.